Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Joliba TV News. Bienvenue dans votre émission, le rendez-vous des idées. Le rendez-vous des idées, c'est votre tribune qui donne la parole à des acteurs divers pour parler des sujets d'intérêt national. Ce soir, nous allons parler de citoyenneté, patriotisme et identité. Donc, citoyenneté, patriotisme et identité. Notre invité est un brillant intellectuel malien, philosophe, et aujourd'hui il est écrivain. Il est aussi directeur d'académie dans l'enseignement de Kéniéba. Vous l'aurez compris, notre invité est Mohamed Bassirou Seyba Bamba. Mohamed Bassirou Seyba Bamba, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie, Atayer. Quel est votre état d'esprit ce soir? Je suis très honoré pour plusieurs raisons. D'abord, très honoré d'être invité par vous, qui est aussi un brillant. Je peux dire la même chose de vous, Atayer. Vous êtes un brillant journaliste qui fait la fierté vraiment du métier. Donc, je suis très honoré encore doublement parce que c'est retrouvé dans la chaîne, dans la télévision Joliba. Et c'est un privilège extraordinaire. Et honoré encore pour une troisième fois, parce que ça fait la deuxième fois que vous m'invitez sur votre plateau, magnifique, le plateau des idées. Et surtout, c'est le plateau des idées surtout qui me convient. Et ça ne veut pas dire que je suis, en tout cas, je vaux mieux que tous ceux qui sont là au Mali. Ça ne veut pas dire que je vaux mieux que tous ceux qui nous regardent. Loin, ça vaut. Mais seulement vous m'offrez en m'invitant vraiment l'occasion et me permettant d'apporter ma pièce à l'édifice. Et surtout, et comme je dis, le plateau s'intitule Les rendez-vous des idées. Oui, on sera au rendez-vous, on sera à la rencontre des idées tout de suite. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'auteur de 2 ouvrages qui viennent de paraître aux éditions, à Innov Éditions. Le premier ouvrage s'intitule On ne n'est pas citoyen, on le devient. On n'est pas citoyen, on le devient avec la permission de la réalisation. Nous avons la maquette du livre, ça c'est le premier livre. Le second, toujours de Mohamed Bassirou Seyba Bamba, c'est Divorcer et périr, divorcer et survivre, une réflexion sur la charte de Kourou Kanfouga, 1236. Toujours pour la réalisation. Donc vous avez les deux ouvrages clés et de notre invité, directeur d'académie de Kéniéba, philosophe, mais aussi ancien syndicaliste. On ne va pas parler de son parcours de syndicaliste, d'ancien syndicaliste ici. Nous allons nous intéresser au philosophe, à l'homme des idées. Et déjà, Mohamed Seyba, parlez-nous un peu du premier livre. Voilà, un peu, on n'est pas citoyen, on le devient rapidement. Merci Atayer. Mais vous me permettez de dire bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, et au Mali comme au-delà du Mali, et aussi remercier encore la direction de Joliba, encore une fois de plus, pour cette invitation. Et nous sommes sur le plateau des idées. Vous avez les philosophes grecs, excusez-moi, je suis philosophe de formation à la base. Et Platon disait que c'est la connaissance des idées qui conduit à la connaissance des mots qui minent la société et qui conduit aussi à leur solution. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est une joie immense pour moi de me retrouver parce que vous savez, Atayer, l'échange entre deux personnes sur un objet, c'est un échange en réalité qui n'apporte pas de profit. En ce sens, quand je change mon téléphone avec le vôtre, à la fin, vous retournez à la maison avec votre téléphone. Moi, avec mon téléphone. Moi, je retourne avec le mien, avec votre téléphone à la maison. Donc, qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est un échange qui n'apporte pas de valeur ajoutée. Tandis que quand on échange des idées, alors il y a des valeurs ajoutées. C'est-à-dire chacun de nous, on échange. À la fin, chacun de nous retourne à la maison. Pour parler comme Amadou Ampateba, le savoir, c'est la seule chose qu'on peut partager sans s'appauvrir. Mais absolument, absolument, tout à fait. Vous avez bien résumé. Donc, vous avez tout dit. Je suis là effectivement pour exposer un peu mes 2 livres. Parce qu'écrire est une chose, mais écrire et permettre aux gens de découvrir ce que vous avez écrit en est une autre. Donc, le plateau est approprié pour cet exercice intellectuel, cet exercice des idées. Et vous avez parlé du premier livre, On n'est pas citoyen, on le devient. Et le thème en soi, me disait mon éditeur, interpellateur.
Alors, je lui disais que c'est plus interpellateur, c'est même convocateur. Alors, pourquoi? C'est un livre, d'abord, de façon structurelle qui est composé de 75 pages. Et je suis parti d'abord de la réflexion d'un grand philosophe politique très connu, Nicolas Machiavel. Et je suis parti de ces réflexions et pour aussi essayer de diagnostiquer notre pays, les problèmes qui nous assaillent, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et pour voir en réalité comment je peux aussi produire des livres, faire des productions, des ouvrages, permettant aux uns aux autres, en tout cas, de s'en inspirer, afin de réfléchir sur ce qui nous arrive. Alors, ces livres, je pose ici deux postulats dans ces livres. Le premier postulat, je pose la question, qu'est-ce qu'un citoyen? Voilà. Et à partir de là, le deuxième postulat arrive. Le deuxième postulat me permet de dire qu'un citoyen, on peut avancer des définitions. C'est-à-dire, un citoyen, c'est quelqu'un qui appartient à une cité, qui appartient à un groupe d'hommes, qui appartient à un territoire, qui appartient à une nation, à une société, mais il peut appartenir à cette société à deux façons. C'est-à-dire soit la façon, ce que j'appelle la façon pénale, c'est-à-dire quand un enfant arrive au monde, on lui donne un nom, un prénom, on lui donne une nationalité, on lui donne une carte d'identité. Donc ça, c'est la citoyenneté pénale. Alors, je me suis dit que cette citoyenneté, c'est une citoyenneté passive. Alors, j'ai essayé de réfléchir. Est-ce qu'il n'existe pas, au-delà de cette citoyenneté passive, une autre forme de citoyenneté? C'est là que le deuxième postulat arrive, qui m'a amené à dire que oui, on peut dépasser cette citoyenneté si on veut construire vraiment le vivre ensemble. Si on veut construire une société robuste, il faut aller vers la citoyenneté qui est cette fois-ci la citoyenneté personnelle, c'est-à-dire la citoyenneté innée. Je viens de parler, c'est ce que la nation nous donne, mais la citoyenneté acquise, c'est ce que nous arrachons de par notre comportement, de par notre engagement et de par notre valeur ajoutée. Donc c'est cette citoyenneté née de l'engagement personnel de tout un chacun, mais un engagement personnel, et comme le dit le philosophe français Luc Ferry, un engagement personnel qui se trouve dans une solidarité égoïste. C'est important de dire cela, parce que quand on parle de l'égoïsme, généralement on voit seulement chacun pour soi. Alors ici, la réflexion philosophique consiste à dire que les citoyens dont une nation qui veut aller de l'avant a besoin, c'est ces citoyens qui se disent qu'il faut que je m'engage, non pas pour moi seul, mais il faut que je m'engage pour tout le monde, pour toute la société, pour toute la République. Pour toute la République, pour toute la collectivité. Vous avez fait là un peu une petite différence entre le citoyen actif, hein, donc maintenant quand on parle d'actif, il y a un citoyen passif. Maintenant au Mali, vous, après réflexion, après analyse, nous avons quel type de citoyen? Oui, c'est pour cela il faut pousser la réflexion. C'est-à-dire, le premier livre là est important à ce niveau, parce qu'il ne cherche pas seulement à définir et à faire la démarcation entre le citoyen passif et le citoyen actif. Les livres essayent de voir au Mali, avons-nous besoin de quel type de citoyen? Pour répondre à cette question, il faut poser la question en réalité, qui sommes-nous? Voilà, qui sommes-nous en tant que Maliens? D'où venons-nous en tant que Maliens? Qu'est-ce que nous arrive aujourd'hui? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de ces pétrins? Alors, c'est à partir de ce questionnement-là et que je me suis dit que le Malien a besoin, n'est-ce pas, d'un citoyen aujourd'hui qui n'est pas un citoyen passif, mais qui est un citoyen actif. Mais actif, comme je vous ai dit, et qui se bat pour le développement de tout le monde, qui se bat pour le développement de la société. Vous me permettez, à tailler dans ce livre de 75 pages, le premier livre, on n'est pas citoyen, on le devient. Vous savez, j'ai rapporté dans ce livre des faits et que j'ai lus. Vous savez, la lecture est l'alpha de l'enseignant et l'écriture est son oméga. Alors, donc, c'est l'abondance de lecture qui conduit, bien entendu, à l'abondance d'écriture. Alors, en lisant le philosophe qui constitue le milieu de mon travail, j'ai trouvé chez lui, dans son livre le plus magnifique, vous savez, quand il dit Nicolas Machiavel, les gens voient le prince. C'est vrai, les princes est important. Mais au-delà du prince, Machiavel a écrit un livre qui est magnifique, qui s'appelle Discours sur Tétélève, un livre de 1400. C'est ce livre-là qui m'a permis vraiment de jeter les bases de mon premier livre. Vous savez, dans ce livre, il y a eu des faits qui ont été rapportés par Nicolas Machiavel. Ces deux faits cadrent tellement avec notre situation actuelle que j'ai décidé de les reconduire dans mon ouvrage. Le premier fait, c'est quoi?
il rencontre un fait qui s'est passé dans Rome antique, où le peuple s'est soulevé contre les institutions. Le peuple s'est soulevé contre les dirigeants. Le peuple s'est soulevé contre tout ce qui représente l'autorité et tout ce qui représente le pouvoir pendant des semaines et des semaines. Et tellement il y avait la crise sociale, la guerre civile, personne ne dirige personne, le peuple a décidé d'aller brûler les institutions et le roi avec. Vous savez ce qui s'est passé? Le petit frère du roi qui a entendu, vous allez voir dans les livres, qui s'appelle Jérôme, qui a eu écho de cette aventure, immédiatement il est rentré dans sa maison pour changer son vêtement. Il a porté les habillements, parce qu'il était évêque, les habillements des moines. Et il a fait exprès d'emprunter le même chemin que le peuple avait emprunté. Vous savez, les deux se sont rencontrés. Le peuple était armé avec le feu, avec des armes pour aller tuer le roi, pour aller détruire les institutions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le peuple a rencontré ce seul individu, mais qui était habillé comme un moine, avec, n'est-ce pas, l'accoutrement, il y a eu un grand silence. Et dans ce silence, le peuple a décidé de renoncer, en tout cas, à cette mauvaise aventure. Et ils ont rebroussé ce chemin. Vous savez, c'est un fait qui est marquant. Si on essaye de transposer ces faits à notre Mali d'aujourd'hui, il apparaît évident que il s'est arrivé aujourd'hui que nous avons détruit tous les piliers et les fondements de notre société. Et parce qu'il n'y a personne aujourd'hui qui bénéficie la confiance qu'il faut, qui bénéficie l'immunité qu'il faut, qui bénéficie la considération qu'il faut, en un mot, qui bénéficie l'autorité sacrée qu'il faut pour nous dire arrêtons-nous et regardons-nous. Et regardons où nous sommes tombés, acceptons de nous donner la main. Mais lorsqu'il n'existe plus ça dans une famille, dans une société, dans une communauté, dans une république, lorsqu'il n'y a plus d'autorité, personne ne respecte personne, les laisser aller, les autorités coutumières que nous avons, elles ont été démolies, critiquées, insultées, salies. Les autorités religieuses qu'on avait, elles ont été aujourd'hui critiquées, démolies, salies. Les autorités politiques que nous avons avant, elles ont été encore critiquées, salies, démolies. Les autorités intellectuelles. En même aujourd'hui, nous sommes dans une société où il n'y a plus de fondation, il n'y a plus d'autorité. Alors, lorsqu'il n'y a plus de fondation, chacun ne respecte chacun. Personne ne respecte personne. Chacun fait ce qu'il veut. Bien entendu, il va se passer quoi? Il va se passer vraiment l'anarchie. C'est pour cela que ce premier fait-là me paraît important. Mais comment on s'est retrouvé aujourd'hui dans cette situation? Est-ce que vous en parlez? Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que le hiatus entre la formation, la connaissance et être un bon citoyen? Est-ce qu'il y a une complémentarité? Est-ce qu'il y a... Je voudrais savoir, est-ce que forcément, il faut être forcément imprégné peut-être des valeurs intellectuelles, peut-être morales, pour être un citoyen? Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour être un bon citoyen? Mais bien sûr, c'est le même auteur qui a dit dans le livre que pour faire un bon citoyen, sinon pour construire une bonne société, il faut deux choses. Il faut des bonnes lois et de bonnes éducations. Et bien entendu, il faut des lois et de l'éducation pour construire un citoyen engagé, un citoyen convoqué. Et c'est pour cela, je m'en vais à parler d'un deuxième fait. Vous allez voir le rapprochement, non seulement avec le premier fait, mais vous allez voir aussi que ça répond un peu à votre question. Quel est ce fait que j'ai rapporté toujours dans ce second livre pour créer toujours un citoyen engagé? Parce que la nation est telle, la République, vous savez, c'est la chose commune. Par définition, c'est ce qui appartient à tout le monde, mais qui n'appartient à personne. Donc, c'est la chose commune. Alors, vous savez que dans le même livre-là, avec le même auteur, le deuxième fait dont je fais cas de mon livre, c'est le fait où il y a eu encore une seconde guerre civile. Exactement comme ce que nous vivons. C'est vrai, au Mali, il n'y a pas une guerre civile, mais il y a un désamour des citoyens vis-à-vis de la chose publique, vis-à-vis de l'élite et vis-à-vis des dirigeants. Et il y a un désamour entre nous-mêmes, c'est-à-dire entre la haine et le mépris. Il ne peut pas avoir de développement et de prospérité. Et malheureusement, c'est ce qui passe aujourd'hui chez nous. Maintenant, comment on fait pour transcender cela? J'ai donné les cas deuxième cas que l'hôtel a rapporté depuis 14 ans. Mais j'ai été surpris de voir qu'en 2022, au Mali, bientôt 2023, nous vivons toujours ces mêmes scénarios. Vous savez, la guerre civile a atteint un niveau aussi en Grèce antique, à tel point qu'ils ont fait un mois. Personne ne dirige personne. Mais un jour, un Mansra a dit qu'on ne peut pas rester comme ça.
il faut qu'on mette fin à cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a convoqué tout le monde à une grande rencontre à la place publique. Oui. Vous savez, l'objectif c'était quoi? C'était de mettre fin à la crise sociale, mais c'était de choisir une fois pour toutes parmi la foule les futurs dirigeants de Rome antique, les élus, le roi, les conseillers, les députés, les maires, en un mot, l'élite politique pour pouvoir diriger, n'est-ce pas, les affaires publiques. Mais vous savez, ils ont commencé la réunion de 8h à 20h. À chaque fois que le magistrat prononce le nom de X, quelqu'un se lève pour dire que non, on ne veut pas celui-là parce qu'il a commis telle faute dans son temps. On barre son nom. On prononce le nom de Y, quelqu'un se lève, non, tout sauf celle-là. Donc, de 8h à 20h, il a épuisé une liste de 1000 personnes. Ça y est dans les livres. 1000 personnes. Donc, il s'est rendu compte que dans la République, personne ne bénéficie des crédits qu'il faut pour diriger. Personne ne fait de l'unanimité, quoi. Personne ne fait de l'unanimité. Et il a dit, bon, on lève la séance, et puis bon, on se le prend demain. Vous savez, ils ont levé la séance, les lendemain, ils sont venus, il les a demandé, bon, on reprend. Puisque moi, j'ai épuisé ma liste de 1000 personnes, puisque vous estimez que dans la République romaine, personne ne peut être président, personne ne peut être député, personne n'est d'accord avec personne, comme on m'a dit aujourd'hui. Il dit, bon, maintenant, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire? On est dans le rejet, carrément. On est dans le rejet total. Alors qu'il faut qu'il y ait cette acceptation mutuelle. Il faut qu'il y ait le minimum de consensus mais bien sûr, sur certains... Mais bien sûr. Maintenant, pour mettre fin, pour clôturer ces débats, et dans un grand silence, il a dit, je vous demande des choses. Si vous appliquez ces deux choses, nous allons créer les conditions de vivre ensemble. Le peuple lui a demandé quelles sont ces deux choses. Il a dit la douceur et la modération. Donc, la question que vous m'avez posée, qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de cela? Moi, je pense que nous devons cultiver la douceur et la modération et sortir un peu de l'adversité, de la violence à outrance et de ce clivage qui ne fait que détruire notre nation. C'est-à-dire, nous avons un héritage commun qui est le Mali, qui a été bâti, n'est-ce pas, par tous nos ancêtres. Et il appartient aujourd'hui, en tout cas, de maintenir cet héritage, mais dans la main, sans clivage et sans diversion. Donc, on n'est pas citoyen, on le devient. C'est un livre, en réalité, qui appelle les gens à être leaders. Et quand on est leader, il faut s'attendre à trois choses. Il faut s'attendre d'abord à des critiques à l'endroit de l'idée que tu portes. Ensuite, il faut s'attendre à toi-même, tu es combattu, tu es dénigré. Mais enfin, quel est l'avantage des leaders? C'est qu'après, avec le temps, on se rend compte que ce qu'ils portent comme idée, comme valeur, en réalité, c'est ces idées, ces valeurs-là qui peuvent faire développer, en tout cas, notre société. Donc, c'est un livre, en réalité, qui nous appelle... C'est un livre qu'on recommande très riche, on recommande vivement à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et parlons maintenant de vous, avant de parler de votre second livre, qui traite aussi des questions de la charte, qui pose la réflexion sur la charte de Kouroukanfa 1236, divorcer et périr, divorcer et survivre. Avant de poser cette question, déjà j'ai envie de vous poser cette question. Vous, le directeur d'académie, le philosophe, enseignant, vous écrivez beaucoup, même souvent quand on vous lit aussi dans la presse, vous faites beaucoup de publications, beaucoup de contributions. On a envie de vous demander votre temps, quels sont les moments auxquels vous donnez à la lecture, parce que vous êtes quand même très chargé. Absolument. Mais la lecture et vous, quelle est la relation, votre relation avec la lecture? Oui, mais c'est ma passion. Je disais tantôt que... Vous dites comment vous lisez généralement? Oui, je sais. Quelles sont vos heures? Vous voulez comprendre, mais comment on peut être à la fois directeur de l'académie et puis aussi s'adonner à sa passion à la lecture. Mais c'est une question... Parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, parce que vous êtes aussi sur plusieurs terrains, sur plusieurs fronts. Absolument. Dites-nous, partagez votre secret avec les téléspectateurs. Non, le secret, c'est que je ne dors pas la nuit, je vous le dis franchement. C'est-à-dire que je ne dors pas la nuit. La nuit, j'ai cette habitude universitaire. La nuit, c'est le moment opportun, comme le dit Jean-Paul Sartre. C'est pendant la nuit que le cœur du philosophe est lucide et limpide. Donc, c'est pendant la nuit, effectivement, après mes charges administratives, dès que je me donne à la lecture. Et puis, je pense aussi que l'écriture aussi est une manière de contribuer au développement de la nation. Bien sûr. Donc, je suis d'accord qu'effectivement, en tant que directeur de l'académie, c'est un poste très contraignant et c'est un poste très jaloux, c'est-à-dire on ne peut pas le partager avec d'autres activités parce qu'on est là pour
la mise en œuvre des consignes et des politiques de niveau national. Mais je me suis dit qu'après, en tout cas après mes tâches administratives, je reste toujours enseignant. Vous savez, il est important de souligner cela à Taïer. Vous savez que les postes administratifs, c'est des titres. C'est-à-dire quand tu es nommé DECAP, quand tu es nommé DAE, il faut être humble. C'est des titres. Hein? C'est-à-dire il faut te dire qu'il y a des gens qui t'ont devancé et puis il y a des gens qui vont venir après toi. Donc moi, je fais tout pour ne pas tomber dans ce fétichisme de poste et puis ne pas penser que c'est un héritage. Non, ce n'est pas un héritage. C'est une conjoncture administrative des responsables. Pour vous, vous êtes resté enseignant et un enseignant doit lire. Mais bien sûr, bien sûr. Sinon, il n'en est pas un. Il n'en est pas un. Parce qu'il doit transmettre le savoir, donc il faudrait que lui-même s'imprègne du savoir. Mais si c'est ce que vous faites. Mais si tu laisses mourir ton esprit à cause de ton poste administratif, le jour où tu n'es plus DAE, le jour où les chefs d'en haut vont décider autrement, parce que, comme je dis, il y a un commencement, il y a une fin. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Donc, quel que soit il faut toujours nourrir l'esprit. Mais bien sûr, autant le repas est bon pour l'estomac, autant la lecture nourrit l'esprit, pour parler comme le philosophe. Donc, moi, j'ai cette conception qui me dit qu'il y a des gens qui ont été DAE avant moi, mais les gens qui vont venir après moi. Mais ce qui reste, qui est éternel, et qui constitue ma formation, ma vocation, c'est que je suis un enseignant. Et un enseignant, comme vous avez dit, il doit lire. Oui, c'est pour ça que j'ai dit dès le début de mes propos que l'écriture est l'alpha de l'enseignant. La lecture est l'alpha de l'enseignant. Et vous n'allez jamais renoncer à lire pour vous. Lire, c'est vivre. Oui. Lire, c'est espérer. Lire, c'est vivre, c'est survivre. Hein? Lire, c'est nourrir. Absolument. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit, on va parler en conclusion des projets pour 2023, 2024. On va en parler. Tout à fait. On va en parler. Mais déjà, les ouvrages, les livres qui vous ont marqué. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en citer comme ça, pêle-mêle? Oui. Ben, en tant que philosophe, ça va d'abord les œuvres philosophiques. Vous savez, j'ai eu la chance d'être enseigné par le grand professeur Malamine Traoré, paix à son âme, pendant 4 ans à la Flash, qui fut mon directeur de mémoire. Donc il vous a donné l'amour de la philosophie. Mais absolument, la philosophie grecque surtout. Vous savez, Malamine aimait beaucoup la philosophie grecque antique. Les Socrate, les Platon, les Aristote. Ensuite, j'ai eu la chance aussi d'être enseigné par le grand philosophe Issa Diaye, qui vit, qui est un monument aussi. Qui est en France, oui, et puis avec Sagayar, qui m'ont enseigné à Liansou. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer des grands penseurs, des grands philosophes, et du coup, j'ai eu l'amour, n'est-ce pas, de livres. Donc, mes premiers livres, c'est vraiment des livres philosophiques, des philosophes grecs, mais je suis tombé amoureux de Nicolas Machiavel, et je trouve que on fait trop de caricatures par rapport à sa pensée. Quand on parle de Machiavel, on pense à la politique. Et puis quand tu fais quelque chose qui est mauvais en politique, on dit que c'est machiavélien. On retient juste le prince de Machiavel. Tout à fait. Donc Machiavel lui-même, il était plus que ça. C'est comme vous l'avez même rappelé. Absolument. Voilà, c'était le même contraire. C'est même le contraire de ce qu'on peut retrouver dans le livre du prince de Machiavel. Donc le fait qu'on dit machiavélique, donc c'est comme si, comme vous l'avez dit, on caricature un peu Machiavel qui a été quelqu'un d'assez droit. Mais d'assez droit, balèze. Vous savez la différence fondamentale entre Machiavel et les autres, c'est que c'est un penseur irréaliste. C'est-à-dire c'est lui qui est parti du principe selon lequel il faut partir de ce qu'il est pour réfléchir sur le devenir de la nation, clairement. Contrairement à des philosophes idéalistes comme Platon, qui dit que non, il faut imaginer l'avenir de la nation. Machiavel dit que non, on n'imagine pas l'avenir de la nation. C'est-à-dire on part de ce que la nation a construit dans le passé. C'est pour ça qu'il me plaît, parce qu'il pense que c'est le passé qui doit enseigner le présent, afin de permettre au présent de mieux faire face à l'avenir. C'est pour ça que j'aime Machiavel. Parce que Machiavel, c'est quelqu'un qui établit une corrélation entre le passif, le présent et l'actif. C'est pour cela, vraiment... Oui. Parlons maintenant avec patriotisme, et puis on va parler aussi de l'identité. Mais avant de rentrer dans le second livre, on va parler déjà. Pour vous, c'est quoi le patriotisme? C'est quoi être un patriote? Parce que ces derniers temps, on parle beaucoup de patriotisme. Les Maliens qui sont divisés entre ceux qui sont patriotes et ceux qui ne le sont pas. Et on donne même des titres face au Dendjougou. Est-ce que vous pouvez nous dire le patriotisme, les valeurs du patriotisme et qui est patriote? Oui, mais le patriotisme, c'est très simple. C'est le fait d'appartenir à une nation. Non seulement d'appartenir à une nation, mais c'est le fait aussi d'exprimer à cette nation l'amour et le désir.
Donc le patriotisme, c'est avoir l'amour de soi, l'amour d'appartenir à la nation de soi et accepter de se sacrifier sa vie pour cette patrie. Nicolas Machiavel dit qu'au nom de l'amour de la patrie, chaque citoyen doit oublier ses rancœurs et ses insultes. C'est important. Donc le patriotisme, définir le patriotisme, c'est définir des choses. C'est définir l'attachement à une patrie, mais aussi c'est définir que le fait d'être attaché, nous nourrissons vis-à-vis de cette patrie l'amour, le désir et l'acceptation de faire le don de soi pour cette patrie. C'est ça que j'appelle le patriotisme. C'est pour cela que je pense que les trois thématiques aujourd'hui, la citoyenneté, le patriotisme et l'identité, il y a une corrélation. Hein? Oui, tout à fait. Il y a une certaine complémentarité entre ces différents termes se lient. Tout à fait. Voilà, il faut le comprendre dans un ensemble. Tout à fait. Oui. Maintenant, aujourd'hui, hein, est-ce que vous avez suffisamment l'impression que nous sommes des patriotes? Oui. Moi, avec le contexte maintenant, de façon générale, est-ce que vous avez l'impression que nous, au Mali, nous nous attachons au patriotisme, que les Maliens sont des patriotes? Vous savez, le Malien est trop dur vis-à-vis de lui-même. Moi, j'ai l'impression. Je pense qu'on est trop dur vis-à-vis de nous-mêmes. Vous savez, le Mali, c'est le pays qui vient de loin. Le Mali, c'est le pays qui a souffert comme les autres pays de la colonisation. C'est le pays qui a souffert comme les autres pays de l'esclavage. C'est pour cela, dès l'indépendance, parmi les réformes éducatives du président Modibo Keïta, les 5 réformes, Modibo Keïta avait mis l'accent sur une réforme fondamentale qui est la décolonisation des esprits. Alors, moi, je pense que notre modèle intellectuel ayant été pensé ailleurs, notre modèle de gouvernance ayant été pensé ailleurs, notre modèle culturel ayant été pensé ailleurs, aujourd'hui, s'il faut faire fi de tout cela pour construire, n'est-ce pas, une république que nous voulons, je pense que ça va être très difficile. Et les souffrances qui nous arrivent, c'est des souffrances qui sont inhérentes, n'est-ce pas, à la démarche que nous estimons. Donc moi, je pense que oui, nous sommes des patriotes. Et je vais dire mieux que ça. Aujourd'hui, au Mali, personne n'a le monopole du patriotisme. Le premier livre parle de cela, bientôt on parle de deuxième livre. J'essaie de montrer qu'aucun Malien n'aime le Mali mieux qu'un autre Malien. C'est-à-dire, et aucun Malien ne peut construire le Mali sans l'autre. C'est pour cela que le livre, à la fin, va parler tout simplement de la complémentarité des Maliens, la capacité des Maliens de dépasser leurs rancœurs, leurs rancunes, afin de se donner la main pour construire la patrie. Du moment où on va penser que celui-là aime le Mali mieux que d'autres, on va créer quoi? On va créer, n'est-ce pas, des clivages, on va créer la séparation. On va créer des Maliens de première zone et de seconde zone. C'est pour cela que l'identité est importante. Et ça peut nous amener, peut-être que Dieu nous en préserve, à une lutte farouche. C'est-à-dire, si vous avez parlé d'adversité à un moment, ça peut nous amener à des gueugures qui ne nous servent pas. Absolument. C'est pour cela que vous avez rappelé un moment que est-ce que la connaissance n'est pas utile. C'est pour ça que les secondes livres parlent de cela. C'est-à-dire il faut parler aux Maliens ce que le Mali était avant. C'est-à-dire quand on déracine un peuple, vous savez que le système colonial, je vais faire une petite parenthèse. On a eu à peu près dans la réflexion sur l'éducation est très importante pour une nation. Il y a un grand penseur qui dit si vous voulez détruire un pays, ce n'est pas avec la bombe atomique. Il faut tout simplement détruire son système éducatif. Mais c'est ça qui nous est arrivé. C'est-à-dire, on avait un système colonial, disons un système éducatif bien avant l'arrivée de la colonisation. C'était l'école de la vie. C'était l'école où on enseigne les valeurs. Mais avec la pénétration coloniale, notre système éducatif a disparu et l'Occident a instauré un système qui est basé sur l'acculturation, sur l'assimilation, un système qui nous amène à rejeter notre être, à rejeter notre vécu et à perdre la confiance en nous-mêmes. C'est ce qui nous est arrivé. C'est pour cela que le travail de Modibo Keïta pendant 8 ans a consisté non seulement à créer un État, c'est-à-dire un territoire, une population avec une autorité du point de vue juridique, mais il s'est rendu compte qu'il ne suffit pas de créer un État, il faut créer une nation. Et quand on crée une nation, il faut maintenant cette fois-ci la complémentarité de tous les citoyens et sur la base des valeurs identitaires. C'est pour cela que le troisième élément, le troisième paradigme de notre réflexion, qui est l'identité, devient en ce moment important. C'est-à-dire nous sommes différents. D'accord, allez-y. Nous sommes différents. Il est vrai, notre pays est divers.
Mais cette diversité doit être pensée dans c'est plus une force. Hein? C'est une force, sinon une faiblesse. C'est pour cela que l'identité est importante. Et Amadou Hampâté-Bâ, que tu avais cité, il avait donné une idée par rapport à l'identité. Il dit que l'identité est tellement importante que chacun de nous est le prolongement des valeurs culturelles et traditionnelles des clans dont nous sommes issus. Mais c'est important. Et il est parti à dire que l'identité, c'est quoi? C'est l'art de penser des choses qui sont contraires dans l'unité. C'est-à-dire c'est l'unité des contraires. C'est la complémentarité des diversités. Alors tant qu'on n'arrive pas à créer les conditions pour que les diversités qui constituent notre nation, les diversités culturelles, les diversités traditionnelles, les diversités ethniques, les diversités langagières, tant qu'on n'arrive pas à créer les conditions pour que toutes ces diversités puissent se mouvoir, mais dans un esprit identitaire, c'est pour cela l'identité, c'est l'individualité et non l'individualisme. La nuance est importante. L'individualisme, c'est moi seul. Mais l'individualité, c'est nous tous. Nous regardons tous dans la même direction parce que nous avons un destin commun. Et c'est pour cela que le second livre est important. On va en parler du second livre. Et parlons toujours d'identité. Vous avez donné une belle définition de Amadou Hampâté-Bâ. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le Mali est à la recherche de son identité? Absolument. Absolument. Le Mali est à la recherche de son identité parce que le Malien n'aime plus le Malien. Le Mali est à la recherche de son identité parce que le Malien n'a plus confiance au Malien. Le Mali est à la recherche de son identité parce que le Malien ne respecte plus le Malien. Parce que le Malien insulte le Malien. Parce que le Malien aujourd'hui n'a que l'ennemi que le Malien. Ça prouve qu'en réalité, il n'y a pas que l'oubli, il y a l'amnésie collective qui nous est arrivée par rapport à ce que nous avons été dans le passé. Il y a lieu de se poser la question, comment ce peuple qui vient, n'est-ce pas, de grands hommes comme Soundiata Keïta, des grands hommes que j'ai parlé de ces livres, de Soumangourou, de Tcheba, de Firoun, de Amadou Hampâté-Bâ, de grands guerriers, comment ce peuple aujourd'hui, qui a eu une origine commune, comment aujourd'hui ce peuple se regarde comme des ennemis? Donc, ça veut dire que quelque part, on a oublié notre origine. Moi, je pense que la solution, c'est d'enseigner notre passé à notre génération. Vous savez, la connaissance de soi conduit à l'amour de soi. Et l'amour de soi conduit à l'estime de soi. Et l'estime de soi conduit au respect de l'autre. Parce que l'autre, il est différent de moi, mais du moment où l'autre appartient à la même patrie que moi, alors il est évident que l'autre et moi, nous sommes conçus de la même identité parce que nous avons un destin commun. Et c'est pour cela, moi, je pense que nous sommes à la recherche de notre identité et la solution, c'est un travail intellectuel, c'est un travail éducatif. Un travail éducatif, un travail intellectuel, le travail éducatif que vous faites au quotidien, enseignant de formation, intellectuel, vous venez de paraître 2 ouvrages malgré malgré vos activités, malgré votre emploi du temps chargé. Et nous allons parler justement de divorcer et périr et divorcer et survivre, une réflexion sur la charte de Kouroukan Fouga. Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement les grandes lignes de cette thématique et puis ce qui vous a poussé justement à vous intéresser à cette réflexion? C'est la citation. Divorcer et périr. Parce que le mot divorcer fait peur. Tout à fait. Et Seiba. Mohamed Bassirou Seiba Bamba. Les femmes, elles ont aussi, on n'aime pas le terme divorce. On est tenté souvent de dire mariage, on sourit, mais dès qu'on dit divorce, on est crispé. Tout à fait. Comment ce sujet vous a interpellé? Oui, ce sujet m'a interpellé parce que je vois que les jeudis ou les dimanches, il y a beaucoup de mariages. Mais une semaine après, on se marie le jeudi ou le dimanche, mais lundi, on se retrouve devant les juges. Donc le divorce est devenu tellement monnaie courante qu'au-delà même du divorce des couples, il y a même le divorce au sein même des Maliens. Alors je me pose la question, comment on peut construire un avenir commun pendant que nous sommes divorcés? J'ai essayé de réfléchir sur notre passé. Je me suis dit, est-ce que nous n'avons pas eu des ancêtres qui ont jeté les bases pour nous éviter ce qui nous arrive aujourd'hui? C'est ça qui m'a amené à fouiller les 44 articles de la charte de Kouroukan Fouga. Alors j'ai compris que cette charte magnifique de 1236 comporte en réalité les mots
comporte les solutions, je m'excuse, des maux dont nous souffrons aujourd'hui. Et c'est pour cela que pour ne pas réfléchir sur les 44 articles, j'ai tout simplement jeté mon dévolu sur un seul article, article 29. Et pourquoi? Parce que cet article qui dit... Article 29. Oui, c'est écrit en bas. Vous savez, divorcer et périr, et divorcer et survivre. J'ai dit dans les mariages... le miroir brisé. J'ai dit dans les mariages, on rentre vivant. On rentre vivant, et dans on les y rentre divorces, bien. on y sort survivant. On y sort survivant. Et j'ai dit article 29 de la charte de Kouroukanfouga et recoller les miroirs brisés. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire tout simplement... Un langage facile. Parce que langage facile. C'est le philosophe qui parle. Un langage facile pour tout le monde. Langage facile, je veux dire tout simplement, quel que soit le divorce, quel que soit le divorce laisse toujours des cicatrices indélébiles qui déstabilisent soit les enfants issus d'un mariage, soit les couples eux-mêmes, soit les clans, soit la communauté tout court. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, il faut d'abord comprendre la charte, ces livres-là, au niveau de 4 parties. La première partie, j'ai essayé de réfléchir sur le contexte et la justification même de la charte de Kouroukanfouga. Je me suis rendu compte que la charte de Kouroukanfouga a vu le jour après la bataille de Kédina entre Soundiata et son frère, le roi Soumaoro Kanté. Le roi de Sosso. Le roi de Sosso. Et Soundiata a eu l'intelligence, malgré sa victoire, de tendre la main aux vaincus, parce qu'ils sont mandégas. Cela m'a paru fondamental. Ça veut dire qu'on peut ne pas d'accord avec quelqu'un au Mali, avec un camp malien, avec un clan, mais il faut qu'on accepte que nous sommes tous maliens et qu'on doit se donner la main. Donc voilà la principale leçon, n'est-ce pas, de la première partie de la charte. C'est-à-dire le vainqueur, au lieu d'élaborer lui seul les articles, il tend la main au vaincu pour dire venez, on va jeter les bases. C'est une belle leçon de démocratie. C'est fair play. C'est comme quand aujourd'hui, celui qui gagne, celui qui perd l'élection, c'est la pyramide inversée, appelle le vainqueur pour le féliciter, par exemple. Mais bien sûr. C'est fair play. C'est comme si on va à une bataille électorale, mais ce n'est pas la guerre. Bien sûr. Après le verdict, on doit avoir l'humilité de dire il y a eu le vote, j'ai perdu, on continue. Tout à fait. Mais après, on voit que ce n'est pas le cas. Souvent, ce sont des affrontements. Bien sûr. Mais là, c'est vraiment une belle... J'ai eu tort de vous dédicacer mon livre depuis 1 mois parce que vous avez tourné déjà. Donc cela m'a marqué. J'ai dit, mais pourquoi en tant que vainqueur, lui, c'est comme vous avez dit, il n'a pas élaboré lui sur les 40 ans. Il n'a pas voulu abattre, c'est-à-dire, il n'a pas voulu l'humilier. L'humilier. Alors, il a même dit dans ce livre-là, dans les 44 articles, il dit, il faut tuer votre ennemi, mais ne l'humiliez pas. Vous voyez, mais aujourd'hui au Mali... Parce que l'ennemi d'aujourd'hui peut être l'allié de demain. Mais bien sûr, la dialectique de l'existence. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas au pouvoir aujourd'hui peuvent être des dirigeants de demain. C'est-à-dire le premier peut être le dernier de la classe, comme le dernier de la classe peut être le premier de la vie. Alors, donc, la première partie du livre, c'est ça. J'ai essayé de parler de contexte et de justification. C'est-à-dire la paix des braves. C'est quoi? Les vaincus, les vainqueurs se retrouvent pour penser et concevoir les règles pour l'existence. Deuxième partie, pour vous donner la parole rapidement, c'est que j'ai essayé de réfléchir sur le texte même en tant que tel. Alors j'ai vu que le texte comporte à peu près 44 articles, mais avec des éléments importants. Ce qui m'a amené aujourd'hui à dire que, mais bon Dieu, qu'est-ce qui nous arrive, nous les Maliens, d'aller chercher le modèle démocratique qu'il nous faut pour nous gouverner. Alors que déjà dans la charte de Kouroukanfouga, il préfigurait le modèle démocratique. Parce que le premier élément de la charte de Kouroukanfouga, qui s'appelle, c'est le chapitre, n'est-ce pas, de l'organisation sociale. Deuxième élément, c'est le chapitre de le règlement juridique des contentieux et des litiges liés aux biens. Troisième chapitre, c'est la préservation de l'environnement. Quatrième chapitre, c'est les dispositions finales. Alors je me suis dit que mais un document aussi magnifique que l'UNESCO a classé parmi le patrimoine universel immatériel depuis 2009. Mais comment aujourd'hui on ne fait pas référence à cette charte de Kouroukanfouga? Et pourquoi les Maliens aujourd'hui, on parle le temps de fouiller, de regarder et voir comment nous pouvons trouver... Comment se l'approprier, comment l'enseigner. Bien sûr. Alors, parce que la charte de Kouroukanfouga est même méconnue par des intellectuels maliens, à fortiori, à la portée de simples citoyens. Peut-être les traditionnalistes, eux le savent, et le transmettre de bouche à oreille. Maintenant, revenons sur la partie divorce. Oui, je vais vous relancer. La partie, revenons sur le divorce. Est-ce que à dire que hier, dans le Mandi,
Oui, avec nos empires, vous avez parlé de ces grands guerriers, l'empire, on peut parler du Ghana, de l'empire Songhai, et de l'empire de Massina, puis de tous ces grands empires du Mali, de l'empire du Mali. Aujourd'hui, est-ce que hier on peut dire qu'il y a moins de divorces qu'aujourd'hui, il n'y a même pas de divorce? Mais la réponse est simple. Hier, il y avait plus de stabilité communautaire qu'aujourd'hui. Vous savez, la stabilité de la société dépend de la stabilité des foyers. Et pourquoi j'ai pris l'article 29, ça va répondre... Une belle réflexion. Oui. La stabilité sociale, communautaire dépend de la stabilité du foyer. Oui. Voilà, c'est une réalité. Oui. C'est pour cela que j'ai regardé l'article 29. J'ai vu que l'article 29 parle de deux choses qui m'ont intrigué. Primo, l'article 29 dit que pour qu'il y ait le divorce, pour que le divorce soit toléré, il faut qu'il y ait 3 conditions. Depuis 1236. Première condition, il faut que l'impuissance ou bien l'infertilité de l'un des conjoints soit avérée. Deuxième chose, il faut que la folie de l'un des conjoints soit avérée. Et troisième cause, il faut qu'il y ait l'incapacité notoire du chef de famille à faire face à ses responsabilités vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis, n'est-ce pas, de sa femme. Alors, Kouroukanfouga a délimité, a codifié juridiquement ces 3 conditions de divorce avec l'article 29, mais toujours dans l'article 29, il dit que le divorce, s'il devient inéluctable, il ne doit pas être prononcé dans la ville. Il doit être prononcé hors de la ville. Bien entendu, la philosophie étant la fille de l'étonnement et de la curiosité, mais j'ai dit il faut approcher, n'est-ce pas, des personnes de ressources pour comprendre pourquoi il est interdit de prononcer ça. De prononcer dans la ville. Alors, je me suis rendu compte que parce que... On veut préserver la vie privée. Pas seulement la vie privée, parce que chez nos ancêtres, l'union est sacrée. Nos ancêtres voyaient dans le mariage la synthèse de 3 unions sacrées. La première union sacrée, ils voyaient dans le mariage l'union sacrée des désintéressés de l'homme et la femme. Mais nos ancêtres faisaient tout pour faire remarquer à ces 2 couples, au-delà de vous, il y a l'union sacrée de la dignité de vos clans. Au-delà de vos clans, il y a l'union sacrée de la dignité même de vos différents villages. Et vous êtes obligés de veiller à ce que ces 3 valeurs soient préservées en jouant la carte de la résilience et de la résignation, en acceptant même le sacrifice pour éviter les divorces. Puisque si jamais vous transcendez ces 3 unions sacrées, vous allez porter atteinte même à la cohésion de la communauté. Parce que le mariage, dans l'imaginaire mandingue, le mariage était un facteur de cohésion, de promotion, de développement de la société. Donc, c'est pour cela, dans ce livre, j'ai essayé de comprendre pourquoi on interdit le mariage hier en ville et on nous impose le divorce. Et là, la médiation chargée de ce divorce n'était pas choisie n'importe comment. Elle avait 2 missions. Mission de médiation et après, mission de prononcer le divorce. Et sous un arbre. Et pourquoi cet arbre, après le divorce, cet arbre fumait sans pourtant qu'on y mette le feu? Pourquoi cet arbre perdait les branches sans qu'on les coupe? Pourquoi cet arbre, tout au long de l'histoire, périssait, et du coup devenait le symbole, n'est-ce pas, d'une rupture consommée ici, mais une rupture qui a saigné les hommes et les femmes, qui a saigné les enfants, qui a saigné, n'est-ce pas, les clans, qui a saigné, n'est-ce pas, les villages, qui a même saigné la communauté. Donc tout était fait en réalité, je crois, dans la charte de Kouroukanfouga pour décourager le divorce. Malheureusement, aujourd'hui, on doit aller il est devenu monnaie courante. On doit aller lire la charte de Kouroukanfouga et nous l'approprier. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Mais je signale la réalisation, le temps passe vite, mais on a quand même le temps de vous demander de nous parler un peu, puisque vous êtes quand même du monde de l'éducation. Tout à fait. Quel est votre regard justement aujourd'hui sur l'école malienne, le système éducatif de façon générale? Je suis
Peut-être mon raisonnement va être un raisonnement, peut-être est-ce que c'est le DAE qui parle, l'ex-DECAP, l'éducateur qui parle, ou bien c'est les citoyens lambda qui parlent, ou bien l'enseignant. Donc vous conviendrez avec moi que ma réponse peut être interprétée différemment. Mais moi je pense que je suis un produit de cette école malienne, quoi qu'on dise. Et du jardin d'enfants jusqu'au lycée, même l'université, je suis un produit de ce système. Et vous conviendrez avec moi que j'ai une fierté extraordinaire, en tout cas de notre système. Bien vrai que notre système, à l'instar des autres systèmes du pays, vraiment a des choses à se reprocher. Mais l'école, il va falloir que nous fassions très attention. Moi, je pense qu'il y a une différence fondamentale entre l'éducation, l'instruction et l'enseignement. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a confondu les trois. On pense qu'il suffit d'emmener son enfant à l'école et que désormais il appartient à l'école et aux enseignants de s'occuper de ces trois missions. C'est-à-dire l'enseignant doit éduquer l'enfant, l'enseignant doit instruire l'enfant et l'enseignant doit enseigner à l'enfant. Alors, vous conviendrez avec moi que l'école n'est pas une institution qui est chargée de se substituer à la famille. Les premiers éducateurs, les premiers enseignants et enseignantes d'un enfant, c'est papa et maman d'abord. L'école est là tout simplement pour susciter chez l'enfant les outils intellectuels afin d'appréhender les savoirs, afin d'appréhender le savoir-faire, afin d'appréhender le savoir-vivre et afin d'appréhender le savoir-être. Moi, je pense que ce qu'il nous faut aujourd'hui, notre école vient de loin. Pourquoi? Nous avons eu une école avant la colonisation. Nous avons eu une école pendant la colonisation. Nous avons eu une école après la colonisation. Nous avons eu une école après le coup d'État de 68 jusqu'à nos jours. L'école malienne a connu des doctrines, des réformes. Il y a eu tellement de médicaments qui ont été injectés à notre système éducatif qu'aujourd'hui, il est devenu un corps malade. Mais pensez que seul le ministère de l'Éducation, seuls les enseignants, seuls les éducateurs peuvent sauver l'école malienne, on se trompe. Alors le regard que j'ai pour notre école, c'est que chacun doit jouer son rôle et sa partition, mais dans un esprit de complémentarité. Et qu'on laisse à l'école sa mission régalienne, qui est de susciter chez l'enfant la curiosité de penser par lui-même, la curiosité de réfléchir par lui-même, la curiosité d'interagir avec ses collègues, et la curiosité de donner son point de vue intellectuel pour son environnement et pour l'humanité. C'est ça pour moi les autres délégations. C'est pour ça que je trouve que dans la loi d'orientation qui a été votée au Mali en 1999 par le président Alpha Oumar Konaré, il détermine très bien la finalité de notre système éducatif. Il dit que la finalité du système éducatif malien consiste à créer des citoyens bâtisseurs des sociétés modernes, citoyens à la fois ouverts sur le monde, mais ancrés en nos valeurs traditionnelles. Donc je pense que l'école est le reflet de notre société. L'école est le reflet de notre société. Mohamed Bassirou Seiba Bamba, qui est un brillant interlocuteur, difficile de l'interrompre. On l'apprécie, on apprécie son éloquence. On aime bien ses idées. Nous sommes dans le rendez-vous des idées. Mohamed Bassirou Seiba Bamba, si vous avez un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs maliens et africains qui nous regardent, je rappelle que Djoliba a une couverture internationale. Nous sommes suivis dans 44 pays et plus aussi le digital qui compte plus de 500 000 abonnés. Donc, si vous avez un dernier message. Mais permettez-moi le message. De lire tout simplement ce qui est écrit comme résumé de mon deuxième livre. Divorcer et périr, divorcer et survivre. Le Mali à l'écoute de son ancêtre, le Mandé. Là où la connaissance de soi a manqué, à la connaissance de l'autre, des soutiens complexés. Là où la fierté de sa propre identité a manqué, à la fierté de l'identité de l'autre, des défenseurs fanatiques. Là où a manqué l'amour de sa propre patrie, là où a manqué l'amour de ses frères et sœurs, là où a manqué la solidarité avec ses concitoyens, à l'amour de la patrie de l'autre, à la haine et au mépris de ses propres frères et sœurs de sang, des acteurs infatigables. Comment aimer, respecter et faire confiance à l'autre, fût-il un étranger, alors qu'entre nous-mêmes, nous cultivons tout le contraire. La charte de Kouroukan Fouga nous invite à une prise de conscience commune,
afin de s'ouvrir à l'universel sans pourtant perdre notre être, sous peine de n'être nous-mêmes, de n'être ni l'autre. Merci, merci Mohamed Bassirou Seiba Bamba. C'était un plaisir de partager cet entretien avec vous. Bon vent pour les deux livres. On n'est pas citoyen, on le devient. Divorcer et périr, et divorcer et survivre. Et revenez ici sur ce plateau quand vous le voulez pour parler d'autres sujets d'intérêt national. Avec grand plaisir qu'on vous reçoit ici. Merci Ataya. Merci. Donc, je vais finir avec votre expression. Oui. La charte de Kourou Kanfouga nous invite à une prise de conscience commune afin de s'ouvrir à l'universel sans pourtant perdre notre être sous peine de n'être ni nous-mêmes ni l'autre aussi. Signé Mohamed Bassirou Seiba Bamba. Merci. Merci Ataya. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News. Restez fidèles à nos programmes à dimanche pour un autre numéro de votre émission, Le Rendez-vous des idées. Au revoir. Au revoir.